artistique de la maison de haute couture Chanel à Paris depuis 1983 n'était pas venu le 22 janvier dernier lors du défilé Chanel. On revient sur ce parcours hors norme avec Édouard Bonamour. Lunettes noires et catogan, une silhouette reconnaissable entre toutes et un accent inimitable. Je n'ai pas à rêver, si j'ai une idée précise, je la réalise. Figure incontournable de la mode, pour celui qu'on surnommait le Kaiser des podiums, tout a commencé en 54. Le jeune homme, originaire de Hambourg en Allemagne, a 21 ans et vient de s'installer à Paris. Il est autodidacte et remporte un prix grâce à ce manteau. Un prix qu'il partage avec celui qui deviendra un de ses plus proches amis, Yves Saint Laurent. D'abord assistant de Pierre Balmain, puis styliste indépendant pour différentes maisons de haute couture. Ici, dans les années 70, Karl Lagerfeld est déjà hyper actif. Karl, polyglotte et apatride, crée chaque année près de 2000 vêtements ou accessoires féminins. En général, je ne fais jamais deux fois la même chose. Ça veut dire, je fais une collection de robes chères, une collection de robes bon marché. Puis les robes, moi, ça se fait à plusieurs, ça ne se fait pas tout seul. Il faut que je demande à la fille qui la porte s'il est bien dedans, si elle la sent. C'est pas moi qui la mettra, hein. 83, année décisive, il est nommé directeur artistique chez Chanel. Sa liberté est totale pour réinventer haute couture, prêt-à-porter et accessoires. C'est aussi la rencontre avec celle qui deviendra sa muse, Inès de la Fressange. J'ai 5 métiers différents. Le premier, c'est le plus intéressant, c'est de travailler avec Karl Lagerfeld au studio, où j'émets des souhaits, des idées de temps en temps. Et surtout, je regarde, j'écoute, parce que d'être si près d'un personnage comme ça, c'est fascinant. Vanessa Paradis, Pharrell Williams, Claudia Schiffer, pendant 35 ans de collaboration avec Chanel, toutes les stars ont voulu travailler avec lui. Carole Bouquet trône elle toujours au premier rang. Bien loin des clichés liés à la mode, Karl Lagerfeld ne connaît pas la langue de bois et savait pratiquer l'autodérision. Exemple ici en 2008, campagne de prévention de la sécurité routière. Il est le premier à porter un gilet jaune. Respecté et admiré, Karl Lagerfeld sera resté le roi de la mode pendant près de 60 ans. Candice Mahout, la chef du service culturel sur le plateau. Candice, clairement, Karl Lagerfeld, c'est l'un des derniers géants de la haute couture. Oui, sans doute le dernier géant, après la disparition d'Yves Saint Laurent. Effectivement, c'est sans doute le dernier géant de la haute couture. Ils ont d'ailleurs été rivaux très longtemps, depuis leur plus jeune âge. On voit là, c'est la dernière image publique que l'on a de Karl Lagerfeld. C'était pour les illuminations des Champs-Élysées. C'était en décembre, fin novembre. Il était déjà très malade. On le sait, il était malade depuis de longs mois. Et le vrai indice qu'on avait eu, c'est qu'il n'était pas apparu lors de du tout dernier défilé Chanel. Précisément parce que c'est quelqu'un qui ne voulait absolument pas qu'on le voie diminuer et que pour lui, l'élégance était un art de vivre. L'élégance était évidemment que ce soit évidemment physique, mais l'élégance morale, l'élégance. Il avait créé ce personnage autour de lui, extrêmement mystérieux d'ailleurs, et il ne souhaitait absolument pas qu'on le voie sous un autre jour que celui qu'il avait décidé. Alors Candice, vous avez évoqué la maison Chanel. Le nom de Karl Lagerfeld et Chanel sont indissociables. Totalement indissociable, effectivement. Et c'est même lui qui a dépoussiéré cette maison au moment où elle était tombée presque au plus bas, en tout cas bien loin de ce que Coco Chanel en avait fait. Elle était devenue presque ringarde, cette marque. Plus personne ne voulait vraiment remettre du Chanel quand il est arrivé. Il a sauvé cette maison, littéralement. Il lui a redonné à la fois son élégance, il lui a redonné toute la modernité possible, et tout en gardant la tradition et l'élégance de Coco Chanel. C'était un défi que seul lui aurait pu relever. Et il en a fait la marque que l'on connaît aujourd'hui. Il a d'ailleurs toujours revisité comme ça. C'était une sorte de caméléon, puisqu'il a toujours su, comme ça, se fondre dans les marques pour lesquelles il a travaillé. Notamment chez Fendi, justement, avant d'arriver chez Chanel, où il avait commencé à l'âge de 30 ans à se faire un nom. Il avait d'ailleurs hésité, ce que vous disiez, Candice, à reprendre les rênes de la maison Chanel, puisque lui était un peu le vent en poupe et que Chanel était plutôt, entre guillemets, la maison, évidemment, sur une phase descendante. On évoque, évidemment, quand on pense à Karl Lagerfeld, il y a ce mystère sur son âge, il y a ses transformations physiques, il y a sa façon de parler, sa façon d'être là sans être là. Personnage
totalement mystérieux, totalement fascinant par certains Fascinant totalement. Il s'est créé sa propre histoire. Hein. C'est vraiment, on n'a jamais su effectivement son âge. Et, quand on lui demandait, si on osait le lui demander, il répondait toujours par une pirouette. Parfois, il disait non, finalement, non, je suis né 3 ans avant. Ce que vous pensez, non, finalement 3 ans après. Il aimait évidemment semer le trouble. Il aimait garder son mystère. C'est d'ailleurs sans doute ce qui va se faire jusqu'à la fin, puisque par exemple, eh bien, sa mère, tout vient aussi de sa mère, de l'éducation de sa mère, qui n'avait pas souhaité, par exemple, que quiconque assiste à ses obsèques. Il est possible que Karl Lagerfeld ait décidé aussi que personne ne doive assister à ses funérailles. Tout doit rester mystérieux et surtout, son image doit rester totalement intacte et surtout celle qu'il avait absolument décidée. Il a totalement écrit sa propre histoire. Alors, au-delà de cette image de grand couturier, de génie artistique, c'est un personnage brillant, cultivé, mais aussi photographe. Il était très multicarte. Multicarte complètement, et il avait de multiples talents. Déjà, il ne passait pas un jour, une heure, sans dessiner. Toutes les premières mains de ses ateliers vous diront qu'il était l'un des plus précis. Quand il faisait un croquis, ce n'était pas juste pour dessiner une silhouette, une épaule, une épaulette, une carrure, un drapé, tout était extrêmement précis. Et rien que sur un croquis, eh bien, les petites mains savaient exactement dans les ateliers comment fabriquer ce dessin. Donc c'était un dessinateur hors pair. Et c'est également effectivement un photographe. Il a d'ailleurs fait toutes ses campagnes lui-même. C'était l'un des premiers justement à avoir conscience de l'importance du marketing aussi. Et il a voulu tout maîtriser du début à la fin, notamment donc les photos de ses campagnes. C'était très important pour lui. On va évidemment revenir, si vous nous rejoignez à 12h46 en direct sur BFM TV, annonce du décès de Karl Lagerfeld, grand couturier évidemment, l'un des derniers papes de la mode, peut-être le dernier pape de la mode, nous disait Candice à l'instant, avec beaucoup de questions. On évoquait, et ça peut paraître à la fois accessoire mais en même temps essentiel, parce que ça résume qui il était et l'image qu'il avait dans les médias. À quel âge Karl Lagerfeld est-il mort? On nous dit 85 ans, le mardi, voilà. Beaucoup de mystères autour de cette personne-là. Est-ce qu'il se définissait plus par ses créations que par ce qu'il disait lui? Ça allait un peu dans tous les sens en permanence. Oui, c'est un personnage. Il s'est vraiment créé de toutes pièces, effectivement, un personnage. Il n'avait absolument pas envie qu'on ait accès à sa vie intime. C'est quelqu'un d'extrêmement pudique. Voilà, évidemment, c'était quelqu'un d'extrêmement pudique. Et c'était sa façon, donc, à lui, d'être poli en toutes circonstances, très élégant. D'ailleurs, il avait confié que le jour venu, en fait, que chaque soir, il se couchait coiffé, très bien peigné, avec une sorte de pyjama, mais j'imagine quelque chose de bien plus élégant qu'un pyjama, une grande chemise, pour dormir, parce qu'il voulait que si on le trouve mort, eh bien qu'il soit absolument élégant et digne. Voilà, donc ça, c'était typiquement Karl Lagerfeld. Il voulait tout maîtriser de bout en bout, et donc son histoire, et donc son personnage. Alors Candice, c'était certes un directeur artistique, mais Karl Lagerfeld, c'était surtout une star. Il était tellement reconnaissable, les cheveux blancs poudrés, les lunettes toujours sur le visage, même son poids. Il avait fait un régime spectaculaire qui l'avait amené à perdre une 40aine de kilos. Exactement, c'est vraiment une rockstar à ce titre-là. Son image est extrêmement importante et son personnage, effectivement, avec toutes ses bagues à tous les doigts, ce catogan extrêmement reconnaissable, ses lunettes qu'il ne quittait pas. C'est vraiment, effectivement, ce personnage qui s'est créé, et une telle rockstar qu'il était demandé absolument partout, et que c'est le seul créateur qui a pu travailler à la fois, il faut quand même se figurer, il pouvait travailler à la fois pour Chanel et pour Fendi, qui sont juste dans des groupes concurrents. Ça, c'est assez unique, évidemment. Et lui, eh bien, on peut se demander justement pourquoi il n'avait pas créé sa propre marque. Et ça, alors il l'a créée, mais c'est pas forcément celle qui a le mieux marché, justement sa propre ligne. Et lui, il a toujours réussi. Ce qu'il a réussi le mieux, contrairement peut-être à Yves Saint Laurent, c'était de se fondre dans des codes et de les moderniser, de les réinventer, de les malaxer et d'en faire autre chose. Et c'est vraiment ça qu'il a fait, y compris donc pour lui-même, avec cette personnalité, ses mitaines, ses bagues, et cette personnalité reconnaissable entre toutes. Et ce qui est peut-être particulier et qui peut résumer la complexité du personnage, c'était à la fois évidemment son travail pour une maison aussi prestigieuse que Chanel, et puis sa ligne personnelle, sa marque personnelle, qui était beaucoup plus accessible, beaucoup plus
portable, diront ceux qui ne sont pas tout le temps évidemment penchés sur les choses de la haute couture. Il avait effectivement ce mélange de quelqu'un de totalement élitiste et en même temps qui pouvait soutenir les causes les plus populaires. Oui, et d'ailleurs on l'a vu sur les gilets jaunes notamment, avec sa vie absolument géniale. Il est en quelque sorte assez visionnaire. Il se livrait à la fois à des publicités donc justement pour la sécurité routière avec beaucoup d'humour. Ça aussi, c'est évidemment l'humour, c'est l'un de ses traits principaux de caractère. Et puis se prêtant aussi à des marques comme H&M, à la collaboration avec des marques comme H&M. Et il était très heureux de ça quand tous ces jeunes gens s'arrachaient cette collection, se sont arrachés sa collection H&M. Il en a tiré une grande fierté parce il savait en permanence se renouveler, en permanence regarder vers l'avenir, vers le futur. C'était quelqu'un qui ne regardait jamais vers le passé. Il ne tournait pas les pages d'un livre, il les arrachait tout simplement. Il était toujours tourné vers le futur sans jamais vouloir laisser de traces. Ce qui l'importait, c'était d'être dans le temps présent. Alors Karl Lagerfeld ne laisse pas de descendance, il n'a pas eu d'enfant, mais il s'était entouré de proches qui constituaient un peu comme des héritiers. Puis il y avait aussi ses égéries dont il est resté très proche pendant toutes ces années. On pense par exemple à Vanessa Paradis. C'est vrai, Vanessa Paradis qui l'a toujours suivi, qui le suivait encore assez récemment, qui assistait à ses défilés, bien sûr. Ils sont restés très proches. Alors il y a une relation comme ça aussi un peu particulière avec Karl Lagerfeld. Il y avait des relations très fortes et puis après qui pouvaient se rompre d'un coup. On pense aussi bien sûr beaucoup à Inès de la Fressange aujourd'hui, qui a été l'une de ses grandes muses. Ça a été une très très belle rencontre parce qu'elle avait cette élégance et en même temps ce franc-parler qui lui a tout de suite beaucoup plu. Elle avait aussi cette silhouette un peu à la Coco Chanel. Elle continuait un petit peu cette élégance, cette tradition élégante, mais à la fois assez androgyne à la Coco Chanel et qui était pour lui l'incarnation moderne justement de Chanel. Ils ont travaillé très étroitement ensemble. C'était d'ailleurs le début des mannequins qui avaient un peu la parole. Inès de la Fressange, elle lui donnait quelques idées, très modestement, mais dans les studios, ils créaient aussi parfois un peu ensemble. Lui venaient des idées quand elle portait les modèles. Et puis d'un coup, ça s'est rompu parce que, si Inès avait décidé, peut-être de passer un peu plus de temps en famille, elle allait se marier. Elle devenait Marianne. Elle avait posé pour le buste de Marianne et d'un coup, ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Il a dit je n'habille pas les monuments classés. Voilà, je n'habille pas les monuments historiques. Ça, c'était Karl Lagerfeld aussi. S'en est suivi une brouille de plusieurs années et je crois que dernièrement il s'était rapproché à nouveau. Ça c'est Karl Lagerfeld. C'est typiquement du Karl Lagerfeld. Et lui-même était devenu un monument classé, si on peut s'autoriser l'expression. On va en parler avec notre invitée Elisabeth Lazaro. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes rédactrice en chef de Paris Match. On savait évidemment que Karl Lagerfeld, l'absence à son dernier défilé, était malade. Est-ce que vous avez été surprise par l'annonce de son décès? Malgré tout, oui, parce que personne ne voulait s'avouer que Karl était malade finalement. Et pour nous, il est éternel dans la mode, il est éternel et on n'arrivait pas, on voulait pas voir finalement Karl vieillir. Et c'est un choc en fait. C'est bien sûr qu'on s'y attendait, mais c'était inacceptable en fait. Imaginez Karl qui ne soit plus dans le paysage français. C'est difficile, c'est pauvre en fait, et ce sera très pauvre dans la mode. Alors justement, quel est son héritage à Karl Lagerfeld? Quel est l'ensemble de ce qu'il va laisser à la mode? Une grande élégance en fait, une grande élégance, une certaine femme qui extrêmement élégante, mais en même temps extrêmement amusante, des décolletés un peu bateaux, comme qu'il a beaucoup fait pour Chanel, comme son premier manteau qui lui a valu le premier prix de la Woolmark ex-aequo d'ailleurs avec Saint-Laurent à l'époque. Une élégance un peu des années 30 qu'il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup cette fluidité. Et ce qu'il va laisser à la mode, en fait, ce qu'il a apporté, c'est ce qu'il a apporté à la mode. Ce qu'il a apporté, c'est qu'il a apporté, il a mis la mode un petit peu sur la planète de la culture. Oui, homme très, très cultivé, évidemment. S'il en est quand on est rédactrice en chef de Paris Match, ce qui est intéressant, oui, pardon. Qui est particulièrement intéressant, c'est évidemment le côté créateur, mais c'est aussi l'homme, cet homme mystérieux, avec plein de facettes différentes. Il n'est pas mystérieux finalement. Il est mystérieux parce qu'on n'a jamais
trop connu sa mère, qui était donc âgée, quoique à l'époque, quand il faisait Chloé, elle était connue quand même à Paris, mais il n'était pas si mystérieux que ça. C'est qu'il sortait peu, Karl. Il est sorti beaucoup au Palace, mais pour les gens, effectivement, qui ont eu la chance de le côtoyer, c'était un homme extrêmement gentil. En fait, on a du mal, derrière cette silhouette, peut-être parfois un peu hautaine et distante, on a du mal à l'imaginer, mais c'était quelqu'un de profondément gentil, de profondément aimable, de profondément bien élevé, qui avait cette éducation qui venait peut-être un peu, qui venait d'une autre époque, si vous voulez, et donc il avait cette intelligence du cœur, cette intelligence du geste. Il vous disait jamais, il se disait jamais dans son entourage, à son entourage qui travaillait avec lui depuis des années. D'ailleurs, c'était quelqu'un de très fidèle avec les gens avec lesquels il aimait travailler. Il disait jamais non, c'est pas comme ça. Il vous faisait comprendre, mais avec beaucoup d'élégance. C'est Karl, ça. Il était profondément gentil, en fait. D'ailleurs, on voyait rarement ses yeux, mais quand on voyait ses yeux, c'était cette profonde gentillesse et amabilité qu'on voyait. Merci beaucoup Elisabeth Lazaro d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Nous sommes également en ligne avec Laurence Benaïm, historienne de la mode. Bonjour, merci d'être avec nous. La disparition de Karl Lagerfeld, c'est la fin d'un certain monde au niveau de la haute couture? Alors, c'est la fin d'un certain monde parce qu'il incarnait quelque chose d'absolument énorme, gigantesque. C'était aussi, il avait un rapport très particulier avec le passé parce qu'il ne souhaitait jamais de rétrospective. Vous l'avez dit, il détestait tout ce qui était monuments classés, etc. Ce rapport historiciste, comme ça, avec la mode que les autres cultivaient, n'empêche que le plus cultivé, c'était lui. C'est-à-dire que lui, c'était le disque dur de la mode. Et c'est ça qui est vraiment frappant, c'est la mémoire absolue. Et c'est comme s'il ne voulait pas s'excuser d'avoir cette mémoire gigantesque, cette mémoire encyclopédique, pour revendiquer à chaque fois un rôle d'activiste de l'instant. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cessé de se renouveler tout le temps, de créer des décors extraordinaires. C'est quelqu'un qui avait une connaissance absolue du XVIIIe siècle, qui consommait des livres de façon boulimique, qui lisait, c'était un vrai lecteur. Donc ce qui me semble intéressant, c'est de voir qu'il était à la fois un homme du 18e au 21e siècle, et en même temps quelqu'un qui vivait dans l'instant, qui avait toujours cette obsession de l'instant, de jamais rater un virage avec son époque. Moi, ce qui me semble essentiel, c'est pas sa gentillesse, parce que je pense pas que c'était quelqu'un de gentil, c'est trop faible pour lui, c'est sa détermination. C'est quelqu'un qui disait quand je fais un truc, je le fais à 100%, je suis un tueur professionnel. Ce qui me frappe chez lui, c'est sa capacité de travail, et c'était sa façon d'ordonner les choses et de faire que derrière lui, toute une maison était au garde à vous. Et c'est ça qui n'existe plus aujourd'hui, et il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se réfugie derrière des mails, tout le monde est en copie de tout le monde, personne ne prend une décision, et Karl Lagerfeld, il incarne ça, il incarne l'idée du pouvoir dans une maison de couture, l'idée qu'une maison de couture est dirigée par quelqu'un. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Je vous coupe parce que quand vous parlez évidemment de maison de couture et de Karl Lagerfeld, on pense à Chanel. Qu'est-ce qu'il a apporté à cette maison? On sait qu'à son arrivée, Chanel n'était plus la marque qu'elle est devenue bien après, quelques décennies après qu'il s'en soit occupé. Il ne l'a pas traité justement comme un document historique, il l'a rendu vivant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est intéressé à la personnalité aussi de Gabrielle Chanel sous plein de facettes. Il a cherché à explorer plein d'images d'elle-même, et comme en fait il a organisé une sorte de dialogue, et qui faisait penser qu'elle était là tout le temps vivante. Moi, c'est drôle parce qu'il m'a fait des croquis. Je m'en souviens avec Gabrielle Chanel qui parle avec Schiaparelli, son ennemi. Et en fait, c'est ça la force de Karl Lagerfeld, c'est pas d'utiliser le passé
comme de l'archive, mais de l'utiliser comme une sorte de réservoir pour l'imagination, un réservoir sans fin. Et l'idée, c'est que il s'est nourri de la maison Chanel tout en la nourrissant, toujours en réinjectant à chaque fois tout le miroir de ce qu'il ressentait, de ce qu'il voyait. Et je trouve que c'est cet exercice de style qui me semble assez louable et exemplaire dans son travail, c'est-à-dire ses obsessions, cette façon aussi de dénoncer d'une certaine manière, comme il le disait, le politiquement incorrect, de dire que le luxe, c'est la liberté d'esprit et l'indépendance. Laurence Benaïm, Karl Lagerfeld, au-delà du grand couturier, au-delà du photographe, s'était aussi construit un personnage, c'était aussi une des rares superstars. Alors, il s'était construit un personnage, il était presque devenu comme une sorte de Warhol du XVIIIe siècle aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'il avait fait aussi ce travail incroyable sur lui-même en perdant 50 kilos, en devenant, pour entrer dans les costumes des Slimane. En fait, ce qui me semble incroyable, c'est ce côté presque acteur studio de la mode, c'est-à-dire de définir définir son idéal, c'est-à-dire l'idée d'avoir un corps absolu, un corps, il parlait d'un corps comme un cintre, et il disait j'ai retrouvé tous mes muscles et je pourrais me faire un corps de plagiste, mais ce n'est plus mon rôle. Ce qui est intéressant, c'est ce rapport qu'il avait avec son miroir, avec les autres, avec l'idée que la vie est une représentation permanente. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi lorsqu'on le compare à Yves Saint-Laurent, qui lui, d'une certaine manière, a joué une autre carte, même si c'était aussi peut-être de la comédie. En tout cas, c'était la carte de la confession, la carte de la confession en public, de l'aveu de sa démonstration et de cette dépression, tandis que Karl Lagerfeld, au contraire, c'était la vie est un show permanent et la vie est un théâtre. Une dernière question, Laurence Benaïm, où vous évoquez évidemment le nom d'Yves Saint-Laurent. Si je rajoute celui de Coco Chanel, quelle place vous donnez, vous attribuez, vous estimez pour Karl Lagerfeld aux côtés de ces deux immenses noms? Je pense que Karl Lagerfeld, en fait, c'est difficile de mettre comme ça des étiquettes. Je pense que on verra ce que l'histoire nous laissera, mais je pense que le drame de Karl Lagerfeld, c'était de vouloir de laisser une trace, et à chacun finalement c'est la complexité dans ce métier, c'est à la fois d'être de l'instant et en même temps d'être de l'histoire. Je dirais que la présence de Karl Lagerfeld est beaucoup plus planétaire, il est plutôt entré dans la géographie du monde que dans l'histoire, et l'histoire retiendra de lui cette extraordinaire course d'un homme qui a fait la mode à son image, c'est-à-dire qu'il en a précipité l'accélération tout en étant le gardien d'un monde d'hier. Merci beaucoup Laurence Benaïm d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Si vous nous rejoignez 13h02, on vous rappelle que l'on a appris il y a une demi-heure la disparition de Karl Lagerfeld. Le grand couturier est décédé aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Nous sommes en ligne avec Alix Giraud-Delin, journaliste et écrivain. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est un petit peu la panique en ce moment à la rédaction, évidemment, vous en doutez. Donc, quelle image vous gardez? Quelle image, quel souvenir? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite en parlant de Karl Lagerfeld?
Écoutez, évidemment, quand on a appris la nouvelle, on est nombreuses au journal à l'avoir interviewé, donc on est tout assez émus parce que passer du temps avec Karl Lagerfeld, on n'en sort pas indemne. Déjà, on a très peur en arrivant. Ils vous regardent de haut en bas. Si vous êtes mince, ça passe. Si vous n'êtes pas mince, ça va être plus compliqué, vous le savez. Mais bon, je dis ça comme ça en rigolant. En fait, c'est vrai qu'il avait un esprit et une culture mais absolument incroyable. Et il se permettait de dire des choses avec un aplomb. On est à l'ère des réseaux sociaux et des bad buzz. Lui, il s'en fichait complètement. Il disait des trucs fous. Là, je regardais rapidement mes notes que j'avais sous la main et il m'avait dit cette chose. Il m'avait dit, moi, si j'étais une femme russe, je serais lesbienne parce que les hommes russes sont trop laids. Voilà, il disait des trucs comme ça. Après, il pouvait dire le rose, il faut voir la vie en rose, mais jamais emporter. Ou ne mettez pas de jogging, c'est le signe d'une personne qui est au bout de sa vie. Enfin, il disait des trucs. N'importe qui d'autre aurait dit une chose pareille. Il aurait été cloué au pilori, évidemment. Je vous coupe, mais est-ce qu'il y croyait à ces phrases qui étaient devenues pour certaines très connues, très genres? Est-ce qu'au fond, lui, il y croyait ou est-ce que c'était des slogans, une façon de s'affirmer, de créer son personnage? Moi, je crois qu'il était absolument pas dupe de son personnage et qu'il y croyait au moment où il le disait. Puis après, quelques jours plus tard, il pouvait dire autre chose. Par exemple, des joggings, je crois qu'on en trouve chez Chanel, alors qu'il en a dit beaucoup de mal. Enfin, des joggings très, très, très haut de gamme. Mais c'est vrai qu'il jouait un peu avec son public. Parce qu'au fond, je crois que c'était un homme qui vit dans une grande solitude. Et donc, les interactions qu'il avait avec les gens au bureau, avec les journalistes, son entourage, c'était ces moments où il se détendait, il était à fond dans la vie et dans l'échange. Et donc, il pouvait dire, être un peu provocateur, parce que voilà, il s'en fichait complètement, il n'avait rien à perdre. Alors quel héritage va laisser Karl Lagerfeld? Quelle est la révolution qu'il a apportée au monde de la mode? Alors, écoutez, moi, je ne suis pas spécialiste de mode, mais ce que me disent mes consoeurs, c'est que plus qu'une silhouette, c'est-à-dire, il n'a pas inventé la saharienne ou le smoking comme Yves Saint Laurent, mais c'était plus un directeur artistique de génie. Je pense qu'au fond, la silhouette qui va rester pour longtemps dans l'histoire, c'est la silhouette de Karl lui-même, sa propre silhouette. Parce qu'après, c'était quelqu'un qui s'est tellement adapté aux époques, qui a tellement évolué, suivi les modes, il les a précédés aussi de temps en temps, mais je ne pense pas, à mon sens, qu'on puisse dire qu'il a inventé la pièce de vêtement qui changera tout. Il n'a pas inventé le blue jean, il n'a pas inventé le smoking non plus. Mais il a inventé Karl Lagerfeld et ça, c'est pas rien. Est-ce que, pardon de la question directe, mais est-ce que ça faisait vendre un Karl Lagerfeld quand on travaille à Elle? Est-ce que ces créations, est-ce que ce personnage, est-ce que c'était quelque chose qui permettait à la haute couture, à la mode de façon plus large, de vendre un peu plus? Oui, c'est sûr que les gens adoraient le personnage. C'est vrai que une interview de Karl Lagerfeld ou un reportage ou un truc qu'on décidait, une série de photos avec Karl Lagerfeld, c'était pas comme le reste. Et je crois que les lectrices savaient quand elles allaient trouver Karl Lagerfeld dans Elle, qu'elles allaient ou être éblouies, ou sourire, ou s'émouvoir, ou être choquées, mais il allait se passer quelque chose. C'était pas du petit lait tout tiède. Il bouillonnait, Karl. Merci beaucoup, Alix Giraudlin, d'avoir réagi en direct sur BFM TV. À bientôt. Laurent Alain Caron nous a rejoint en plateau. Bonjour, vous êtes auteur du Mystère Lagerfeld, publié chez Fayard. Et c'est bien tout ce qui nous occupe aujourd'hui, ce personnage. Une rockstar, disent aujourd'hui ceux qui l'ont côtoyé, et un mystère aussi. Oui, c'était vraiment une rockstar, c'est-à-dire que quand on le voit, l'image iconique de Karl Lagerfeld, on la connaît, c'est les mitaines, c'est le catogan, il y avait un côté rockstar, presque punk parfois, un peu Michael Jackson avec les mitaines encore une fois. C'est une immense tristesse aujourd'hui, on est tous peinés, même si on savait qu'il était malade. Voilà, c'est vraiment très triste. Le premier des mystères, c'était son âge. Son âge, absolument. C'est un mystère qu'il a gardé pendant longtemps. Il aimait jouer avec ça. Il aimait dire aux journalistes, je suis né en 35, en 33, en 38, on ne sait pas. C'est ça qui l'amusait, montrer que finalement, c'était plus complexe que juste une date de naissance. Et puis, finalement, c'était 1933, aujourd'hui on le sait. Donc il a 85 ans. Voilà, il est mort à 85 ans. Il s'était construit aussi un personnage. Un personnage construit complètement sur mesure au fil du temps. Tout était inventé, tout était en même temps pas faux. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand j'ai enquêté auprès de ses proches, j'ai découvert que souvent on disait Karl Lagerfeld, il dit toujours des choses fausses. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses vraies. Il aimait sublimer la réalité. C'était un homme de l'imaginaire. C'est un homme qui n'aimait pas la réalité finalement. Et c'est ça, je crois qu'il faut retenir de lui. C'était quelqu'un qui trouvait que la vie, la réalité, était peut-être parfois décevante et que l'imaginaire était flamboyant et pouvait être très beau. Mais il fuyait la réalité du monde ou sa réalité à lui, sa vie à lui, ou la vie des autres, la vie du monde qui l'entourait? Il disait le passé est une impasse. Donc son propre passé, il n'y allait jamais. Il y avait juste un élément qui était là tout le temps, qui a traversé finalement toutes les époques de sa vie, c'est sa chambre d'enfant. Il avait gardé sa chambre d'enfant intacte, dans laquelle il se rendait parfois. Donc je pense qu'il y avait un lien avec le passé beaucoup plus complexe qu'il ne le disait, et un lien avec son intimité beaucoup plus complexe aussi qu'il ne le disait.
Alors il avait son monde, il avait un imaginaire et en même temps il était extrêmement en prise avec la réalité, même l'actualité. On l'a vu très récemment quand il est apparu avec un gilet jaune, il était là au bon moment avec la bonne image. C'était il y a une dizaine d'années, je crois 12 ans. Effectivement, ambassadeur de la sécurité routière, Karl Lagerfeld à l'époque. Il surfait sur les époques, il les anticipait, il était toujours au devant des choses, au devant finalement des courants. C'était sa force, de pouvoir se réinventer constamment. C'est vrai que ce mystère, quand même, on dit beaucoup que ça vient souvent de l'enfance, et vous parliez de sa maison, sa chambre d'enfant qu'il a toujours gardée. D'où vient cette envie de garder le mystère? De l'enfance aussi, parce qu'elle n'était pas évidente, cette enfance. C'est une enfance compliquée, c'est une enfance passée au nord de Hambourg, dans une Allemagne en guerre, avec les nazis qui arrivent. Donc c'est une enfance évidemment complexe. Lui, il dit, je n'ai rien vu de tout ça, je n'ai rien vu de cette époque, je n'ai rien vu de la guerre. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que forcément, en interrogeant des historiens, on se rend compte qu'il ne pouvait pas ignorer ce qui se passait, notamment quand des réfugiés arrivent dans sa maison, voilà ce que je raconte dans le livre. Mais c'est évidemment, c'est une enfance compliquée. Et là, déjà, dans l'enfance, il a l'envie de se protéger, de dessiner. Puisqu'il dessine dès son plus jeune âge, à 8 ans, il dessine, il fait plein de petits croquis. Il adore ça. Et finalement, c'est ce qui va il va garder ça toute sa vie. Dessiner, dessiner, dessiner. Et son premier prix, c'est quand même assez joli. On va revoir ces images. C'est en 52, je crois, ce syndicat de la laine qui organise ce concours où, eh bien, il y a deux jeunes, très jeunes hommes, très jeunes designers, très jeunes couturiers qui s'ignorent, mais qui s'ignorent encore. Et il y a quand même à côté de lui un certain Yves Saint Laurent. C'est assez émouvant. De se dire qu'ils ont débuté ensemble, en fait. C'est ça, 1954, en fait, un concours est organisé et ils gagnent tous les deux ex aequo le même concours. Karl Lagerfeld fait voilà, on les voit sur les images. Ils sont tout jeunes, ils sont habillés à peu près pareil et ils se rencontrent. À partir de ce moment-là, Karl va faire découvrir de manière assez amusante Paris à Yves Saint Laurent, parce que Karl connaît Paris par cœur, il l'a fantasmé, il l'a idéalisé en Allemagne, et il a une grosse voiture offerte par son père pour ses premiers succès, et il va faire découvrir Paris finalement à Yves Saint Laurent qui débarque, lui, dans la capitale. Alors aujourd'hui, le nom de Karl Lagerfeld est complètement indissociable de Chanel. Complètement. Karl Lagerfeld, il est détenteur des deux plus grandes collaborations dans l'histoire de la mode. Il y a Fendi, je crois que c'est plus de 55 ans, et puis il y a Chanel, c'est 37 ans à peu près. Fendi, d'ailleurs, il avait pris la tête de Fendi avant Chanel. Exactement. Donc oui, Chanel, c'est une histoire d'amour. En fait, ça commence en 1982, voilà, et puis ça va jamais s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Il disait qu'il avait un contrat à vie avec Chanel, voilà. Alors qu'en plus, ce sont deux marques concurrentes quand même, dans deux groupes concurrents. Ça, c'est quand même assez inédit pour un couturier de travailler pour deux groupes extrêmement concurrents. C'est ça qu'il aimait, c'était être libre, en fait, Karl Lagerfeld. C'était un mercenaire de la mode. Il voulait pas être son propre patron. Il voulait être freelance. Voilà, c'était un des premiers freelance. Enfin, il y en a eu d'autres avant, mais voilà, lui, il a fait exploser la notion. Et donc, il travaille pour Fendi, pour Chanel, pour sa propre marque. C'est ça qu'il aimait, être libre. Alors justement, pourquoi, au final, avoir créé sa propre marque? C'était un attrait financier? C'était un attrait d'être totalement libre dans sa création? Une forme d'indépendance vis-à-vis des autres maisons? C'était quoi? Il a mis beaucoup de temps à créer sa propre marque. Il y avait une sorte de déni, c'est-à-dire que ses parents lui disaient c'est vulgaire d'avoir son nom au-dessus de sa boutique. Voilà, il y avait un petit côté comme ça. Et donc, il a mis du temps à la créer. Il a mis du temps aussi à en faire quelque chose de formidable comme c'est aujourd'hui. Et je crois que ce qui a fait le succès de sa marque, c'est son personnage. C'est son personnage qui, d'un seul coup, a pris l'ampleur à partir des années 2000, l'ampleur qu'on lui connaît. Et c'est ça qui a fait le succès de sa marque. Alors, c'était un homme assez solitaire. Est-ce qu'il a des héritiers? Alors ça c'est aussi un vrai mystère. Alors il parle souvent de son chat Choupette. Il dit que Choupette a un niveau compte en création, banque. ça va être compliqué. Voilà, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, il y a Choupette qui a un compte en banque sur lequel sont versées les sommes qu'elle reçoit lorsqu'elle est photographiée, lorsqu'elle fait des campagnes de publicité. Au-delà de ça, je crois qu'il y a des gens, il avait des gens qui quand même étaient proches de lui. Il y a notamment Sébastien Jondot qui vraiment s'est occupé de lui à la fin, qui était très présent et qui l'a beaucoup aidé manifestement, d'après ce qu'on me raconte. Vous restez avec nous, Laurent Allen-Caron. On retourne dans un instant. Avant cela, on va retrouver Viviane Blassel, journaliste évidemment spécialiste de mode. On imagine évidemment que votre relation avec Karl Lagerfeld fait que vous êtes très ému à l'heure de son décès. Oui, d'autant plus que le hasard a voulu que j'ai terminé le livre de Laurent hier soir et que je me disais justement, mon Dieu, pourvu que je n'ai jamais à parler de Karl Lagerfeld lorsqu'il disparaîtra, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que ça. Surtout par rapport à lui, parce que je crois qu'au fond, personne ne peut dire qu'on le connaissait vraiment profondément. Je ne crois pas. Il avait un personnage tellement au point et qui, au fond, enchantait les médias que il était très difficile d'aller plus loin. D'ailleurs, je pense qu'il ne le voulait pas. Mais pour les journalistes, Karl Lagerfeld, c'était un bonheur. C'était un bonheur de l'interviewer, d'abord parce qu'il était content. Il aimait beaucoup les reportages télévision, il aimait beaucoup en jouer. Et il avait toujours
les réflexions qu'il fallait à propos de ces défilés. Il y avait un dialogue qui s'instaurait avec lui qui était toujours très percutant et très joyeux. Moi, ce que j'ai gardé de lui une fois, il m'avait dit une réflexion qui lui ressemble beaucoup. Il m'avait dit « Je n'ai pas besoin de faire semblant d'être gentil parce que je le suis vraiment ». Et ça, c'est aussi, je pense, un des aspects de sa personnalité que les gens ont senti profondément parce que lorsqu'il y a eu sa collaboration avec H&M, c'est la seule fois où moi j'ai été précipité au bas d'escalator tellement il y avait vers lui un mouvement de foule mais chaleureux, les gens l'aimaient beaucoup, les gens avaient vraiment perçu et sa gentillesse et son talent, voilà. Alors Viviane Blassel, le personnage a complètement transcendé le monde de la mode, mais quel a été son apport? Qu'est-ce qui va rester de lui? Ce qui va rester de lui, je pense, c'est une certaine liberté. C'est une certaine liberté, une certaine façon de n'appartenir, même s'il est très proche de Chanel, il a quand même une façon de n'appartenir à personne sauf à lui. C'est d'abord lui. C'est lui chez Fendi, chez Karl, chez KL, chez Chanel, mais c'est d'abord lui. Et je pense que c'est cette liberté, cette faculté d'aller un peu partout et de ne pas faire que des vêtements, de faire des photos, de dessiner des lunettes, de faire des chaussures, d'avoir sa marionnette. Je pense que c'est cette liberté-là qu'il va apporter et cette possibilité de non-respect de codes établis. Avec talent, bien évidemment. Mais je crois que c'est ça qu'il va pouvoir laisser derrière lui dans le monde de la mode, je crois. C'est ce qu'il trouvait également dans l'art photographique plutôt que dans la mode? Je pense que c'était un complément, c'était la même façon pour lui. Moi, ce qu'il m'avait dit aussi, il m'avait dit « je suis un vampire visuel ». Je regarde tout dans la rue et je m'inspire de tout. Donc je pense que la photo, pour lui, c'est à peu près la même façon que d'observer les gens en dessinant leurs vêtements, parce que c'est ce qui est très bien dit d'ailleurs dans le mystère Lagerfeld de Laurent Alain Caron, c'est que c'est d'abord un observateur, c'est presque un sociologue, Karl Lagerfeld. C'est un observateur du comportement des gens qui l'entourent, de la société. Donc la mode, ok, on dessine des modèles, et la photo, on fixe à un moment donné dans un lieu donné. Je pense que c'est un complément. Est-ce qu'il a des héritiers dans le monde de la mode? C'est très difficile à dire. J'en vois pas qui pourraient s'en réclamer, pas des gens qui l'aiment beaucoup, certes. C'est très difficile d'hériter de Karl Lagerfeld. On peut dire que Saint-Laurent a un héritier, etc. Lagerfeld, c'est Chanel, donc est-ce qu'on est héritier de Chanel ou de Lagerfeld? Et par exemple, Lagerfeld a quand même passé son temps, même pour sa marque, je veux dire, il avait un peu de mal, il a quand même passé son temps à ne pas mettre son propre style Karl Lagerfeld en avant. Il avait du mal à avoir sa propre marque, il avait du mal à avoir une boutique à son nom. Donc c'est très difficile de voir un héritier. Il faudrait comme lui un personnage, ceux qu'il aimait tant au XVIIIe siècle, quoi, un honnête homme du XVIIIe siècle, cultivé, insolent, libre et de talent. Mais en héritier direct, comme ça tout de suite, je n'en vois pas. Merci beaucoup, en tout cas Viviane Blassel, d'avoir été avec nous donc, pour nous faire part de votre réaction à l'annonce de ce décès de Karl Lagerfeld. Laurent Alain Caron, un honnête homme du XVIIIe siècle. La définition, la description de Viviane Blassel vous convient-elle quand on parle de Karl Lagerfeld? Oui, parce qu'il y avait cette passion chez lui pour le XVIIIe siècle. C'est un collectionneur, Karl Lagerfeld. Il se passionnait pour un style, pour une époque. Il reconstituait vraiment l'époque dans ses moindres détails. Les plus grands spécialistes disaient c'est fou, on a là vraiment l'impression. Quand on entrait chez Karl Lagerfeld, rue de l'Université, on était vraiment au XVIIIe siècle. Il dormait dans un lit XVIIIe siècle. Voilà, donc oui, c'est vraiment ça. Et puis c'est le siècle des Lumières, c'est le côté éclairé, l'Europe éclairée contre la barbarie nazie en l'occurrence, celle de son enfance, et les assauts de la réalité. Il avait d'ailleurs dans sa chambre ce tableau de Menzel, justement, qu'il a suivi partout ensuite et qu'il a toujours inspiré cette scène comme ça, très 18e, justement. Ce que je vous propose, justement, c'est de réécouter Karl Lagerfeld. C'était le 27 janvier 2009, il y a 10 ans. Il explique ce qui l'inspire. Qu'est-ce qui vous inspire? La curiosité, la soif de savoir, une sorte de... Je suis une sorte de concierge culturel. Vous voyez, je observe tout ce qui se passe dans l'immeuble, qui est la vie. Tout
l'inspire, en fait. C'est ce que disait Viviane Blassel. Il regarde et il capte tout ce qui se passe autour de lui. Oui, c'est ça. Il aimait piquer dans la rue des influences. Il allait souvent au Palace dans les années 70. En fait, le style Chanel est vraiment né de ses visions nocturnes, puisqu'il rêvait de Coco Chanel. Et puis aussi de ses... il allait au Palace et il se confrontait à la réalité. Il voyait des filles avec des trucs achetés aux puces et tout. Ça l'inspirait. Et hop, tout était... Voilà. Pour lui, une manière de picorer des choses et d'en tirer le meilleur. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, son style est moins identifiable que celui d'un Saint-Laurent ? Alors c'est vrai que souvent on dit Saint-Laurent c'est le smoking, c'est voilà, il y a des pièces comme ça identifiables. Lui c'est plus compliqué. Mais finalement sa force c'était pas ça. Sa force c'était d'aller dans les racines des marques, dans leur ADN on dit aujourd'hui, et d'en tirer le meilleur et d'en faire un meilleur futur, comme il disait souvent en citant une phrase de Goethe, parce qu'il se référait souvent à la littérature. C'est un grand lecteur, Karl Lagerfeld. Donc il y avait toute cette référence aussi aux grands écrivains qui lui permettaient de théoriser, de conceptualiser sa manière de créer, qui est en effet ce qui le caractérise le plus. Alors, vous l'évoquiez, il regardait partout autour de lui ce qui se passait, dans les rues, dans les boîtes. Et il n'hésitait pas à collaborer. On se souvient de cette collaboration mythique avec H&M à ce sujet. On l'écoute. Je crois beaucoup à deux choses. Au grand luxe, élégant, cher, de grande qualité, et à ça. Et moi, d'être un nom grand public et un couturier qui fait les robes les plus chères qui soient, en même temps, est la chose qui m'amuse, qui me flatte et qui me ravit. Il n'avait pas d'idée préconçue, le grand luxe, mais à la fois la mode pour tout le monde, pas d'idée préconçue pour Karl Lagerfeld. H&M, c'est vraiment le tournant, c'est-à-dire qu'il fait une collection capsule pour H&M, et là, d'un seul coup, il va devenir populaire. C'est-à-dire qu'il était un peu hautain, c'était un dandy, comme ça, qui faisait un peu peur, et d'un seul coup, il devient populaire en quelques secondes. On se souvient des scènes incroyables diffusées sur toutes les chaînes d'infos, et dont la vôtre, où on voit les queues s'allonger de personnes qui vraiment attendent pour essayer d'obtenir, finalement, le Graal, qui est une pièce Karl Lagerfeld pour très peu d'argent. Et ça, c'était vraiment lui, c'est-à-dire à la fois le luxe et voilà, la mode plus accessible. Mais ça veut dire qu'on avait tort quand on taxait Karl Lagerfeld d'élitisme, ou que lui-même, d'ailleurs, se présentait comme faisant part des élites et en étant au-dessus un peu des autres? C'est son masque, c'est son personnage. Il est une manière de se protéger. C'est quelqu'un qui aime se protéger, qui a besoin de se protéger. Toute sa vie, les lunettes noires aussi, c'était ça, pour protéger une sensibilité, un homme qui avait vécu, qui avait souffert. C'était un créateur, donc il avait forcément une part de sensibilité. Et voilà, et c'était vraiment les lunettes noires, c'était ça qu'il y avait derrière. Justement, vous qui avez écrit ce livre, pourquoi ce masque? Quelle sensibilité, quelle est l'histoire personnelle qu'il ne voulait pas qu'on connaisse? C'est l'histoire d'un petit garçon qui est né en Allemagne, avec plein de blessures. Voilà, en fait, le problème, c'est que l'histoire de Karl Lagerfeld, elle est très complexe et c'est très compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, finalement, à essayer de découvrir le mystère. Il y a des traces, il y a des choses qu'on peut comprendre, il y a des choses qui se lisent entre les lignes chez lui, notamment quand on reprend ses livres préférés. Mais évidemment, c'est compliqué, c'est pas simple. L'histoire qu'il voulait préserver, c'est pas une histoire, c'est pas, à mon avis, un événement. C'est plus une sensibilité, c'est plus une manière de voir le monde et juste voilà, de faire face à une réalité qui est parfois compliquée. Juste demander de réagir à ces mots employés à l'instant par Bernard Arnault, le patron évidemment de LVMH, qu'avec Karl Lagerfeld, c'était un génie créatif qui a contribué à faire de Paris la capitale mondiale de la mode et de Fendi, en l'occurrence, l'une des maisons les plus exceptionnelles. Son goût et son talent étaient les plus exceptionnels qui m'aient été donnés de connaître. Vrai hommage, sincère. C'est très beau. Il disait aussi, Bernard Arnault, puisque je l'ai interviewé, j'ai eu la chance de le faire pour le documentaire que j'ai réalisé sur Karl Lagerfeld, qu'il était quand même le seul créateur à dessiner tous les modèles qui défilent au Grand Palais, etc. Donc c'est quand même incroyable. Il y a cette singularité-là chez lui, vraiment d'être presque un artisan de la mode jusqu'au bout. Il est disparu donc à 85 ans, puisque vous nous avez communiqué sa date de naissance, que lui aussi voulait garder mystérieuse. Il n'était pas apparu en public ces dernières semaines. C'était inimaginable pour lui d'abîmer cette image qu'il avait mis tant de temps à construire. Oui, alors je crois que c'est vraiment une blessure, d'après ce qu'on me dit. C'était une blessure pour lui de ne pas avoir été présent au dernier défilé. En fait, il faut savoir qu'il a été là tout le temps. Finalement, il a salué à chacun de ses défilés, sauf le premier en 1982, parce qu'il était encore sous contrat avec Chloé. Donc il y a une petite histoire très belle de fantômes et de mystère dès 82, dès la création de Chanel. Et c'est fou cette boucle en fait. Premier défilé, il n'est pas là, dernier défilé, il n'est pas là. Je crois que oui, c'est pour lui une blessure de ne pas pouvoir avoir présenté lui-même son dernier défilé. Candice, à 13h23, on revient donc sur cette information évidemment pour les téléspectateurs qui nous rejoignent sur BFM TV, la mort de Karl Lagerfeld. Quand on parle de pape de la mode, d'icône évidemment de la haute couture,
Description sans doute simple, simpliste, mais totalement réaliste et crédible. Qui résume bien la situation aujourd'hui, puisque Yves Saint Laurent n'est plus et que, eh bien, ils ont été d'éternels rivaux dès le départ, dès leur tout premier concours en 52 ou 54, 54, pardon, Laurent-Alain Caron me corrige, 54, ce syndicat de la laine qui organise un concours, Karl Lagerfeld qui va presque un peu par hasard, il tente un peu sa chance et puis avec un très beau manteau, avec un décolleté dans le dos, eh bien, il va gagner un prix. Yves Saint Laurent, lui, ce sera avec une robe du soir et tous les deux, eh bien, ne se quitteront plus, auront des chemins qui seront parallèles et même s'ils prendront de la distance, à un moment, ils seront extrêmement parallèles sans jamais vraiment se recouper, effectivement. Et une fois que Yves Saint Laurent disparaît, finalement, il prend toute la place, et sans doute toute la place qu'il avait voulu prendre depuis le départ, parce que Yves Saint Laurent a toujours cette ombre, il y a toujours cette ombre qui plane sur la couture française. Et une fois qu'il est disparu, eh bien, Karl Lagerfeld, il prend toute la place. Et c'est vrai que, aujourd'hui, un héritier, on n'en voit pas vraiment. On va réécouter une fois de plus Karl Lagerfeld. Il s'exprime encore une fois en janvier 2009. Et il parle de Chanel. Écoutez. Chanel, c'est une formule magique avec laquelle je joue et que j'essaie de réinventer chaque fois. Et j'espère que la magie joue ou pas. C'est un métier d'alchimiste dans un sens. L'alchimiste Karl Lagerfeld, Laurent-Alain Caron, c'est indissociable cette image. Quand on pense Karl Lagerfeld, assez logiquement, on ne pense pas forcément à Fendi, on ne pense pas à sa marque, on pense à Chanel. On pense à Chanel. C'était la réincarnation de Chanel. C'est-à-dire que Chanel cherchait un héritier. Vous parliez d'héritier, Chanel cherchait à un moment donné un héritier pour sa marque, elle pensait à Yves Saint Laurent, et puis finalement celui qui a été le plus Chanel, celui qui a incarné le mieux le rôle, parce que Karl Lagerfeld avait cette faculté d'incarner des rôles, il était un comédien en fait, il était à la fois l'écrivain de sa propre vie et le metteur en scène, et il a incarné le rôle de Chanel mieux que personne. Alors un comédien, Candice, mais aussi une rock star qui s'était construit sur mesure son personnage. Oui, c'est ça. Mais comme un comédien, parfois, joue mieux son rôle quand il a trouvé son costume. C'est vrai que Karl Lagerfeld avait trouvé petit à petit. Il a commencé par les lunettes, au moment où personne ne fait ça à l'époque. Il met des lunettes noires comme ça. Personne dans la mode ne fait ça, ne se balade avec ses lunettes. Ensuite, il trouve ce catogan, ses bagues. Il devient vraiment une rockstar avec toutes ses bagues à tous les doigts. Ce look est extrêmement étudié. Et c'est vrai que finalement, ce personnage, c'est presque sa plus grande œuvre. C'est vraiment ce personnage qu'il a voulu se créer dès tout petit. Dès tout petit, il sent qu'il sera quelqu'un, il sent qu'il veut exister. Et c'est pas tant une marque, lui, qu'il veut créer, c'est un personnage qu'il veut laisser. S'exposer pour se cacher, ça, la formule vous convient? Oui, c'est exactement ça. On le regarde, on est fasciné par lui, et en même temps, ça nous permet de ne pas voir qu'il nous observe. Il aimait observer, il aimait se cacher derrière ses lunettes pour observer le monde. Et voilà, c'était ça, en fait, sa force. C'était de faire croire qu'il était dans l'exposition, alors qu'en fait, il était dans l'observation. Et c'est ainsi qu'il s'est nourri, c'est ainsi qu'il a nourri son talent de créateur, en regardant autour de lui tout ce qui se passait. En regardant, c'était une antenne, il avait plusieurs antennes, il captait tout, il aimait être au courant de tout, il lisait souvent le matin, tout, c'est-à-dire des essais philosophiques, des revues, tous les livres, il voulait être au courant de tout, tout capter, et ça rejaillissait dans son style. Merci beaucoup Laurent-Alain Caron d'avoir été avec nous, évidemment, pour réagir à l'annonce de ce décès de Karl Lagerfeld, puisque le monde de la mode, si vous nous rejoignez, a donc perdu l'une de ses plus grandes figures, ce grand couturier, ce photographe, réalisateur, éditeur, le très prolifique allemand Karl Lagerfeld, décédé à 85 ans, très malade. Le directeur artistique de la maison de haute couture Chanel à Paris depuis 83 n'était pas venu en janvier dernier lors du dernier défilé Chanel. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Envie de mincir? Découvrez l'histoire d'Ayem. Avec ma grossesse, j'avais pris du poids et mes rondeurs persistaient. Mon secret minceur? Je mange mieux et je prends Anaka 3. Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai retrouvé ma silhouette. Faites comme moi et atteignez vos objectifs. Anaka 3, disponible en pharmacie et sur anaka3.com. Canal du Midi, un patrimoine révélé.